Bonsoir Letra. Bonsoir Samia. Donc la 169e cette fois-ci. Donc partie protocole fixe et partie libre en deuxième partie. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Prête? Prête. Ok. Une indiction à 5, ça te va? Oui, même 3. Même 3, ça 3? va. Oui, Ok. Bien. s'il te plaît. Ok. 3. 2. Et 1. Bien. Letra, je compte cette fois-ci encore de 1 à 3. Et à mon 3, tu me dis ce que tu perçois ou ce que tu visualises en rapport au terme, au mot astrologie. 1, 2, 3. J'ai vu de suite comme un point. En fait, l'image que j'ai, c'est complètement noir. J'ai vu un point lumineux et comme quelque chose un mouvement énergétique qui bouge comme une boucle et qui atterrit dans dans un autre point lumineux qui est similaire à l'autre, mais qui est situé un tout petit peu en décalage par rapport à la position, au moins dans l'image que j'ai. Comme une boucle, une spirale qui continue en permanence et et qui change pas déformé, mais en fait le cercle qui est fait et la boucle parfois peut changer, parfois est la même, parfois ça revient, ça retourne en arrière. Je vois ça. Continue de voir ça. Ok. Est-ce que tu vois ou est-ce que tu ressens autre chose? Et il y a cette image et les ressentis, c'est comme un mouvement énergétique qui va à plusieurs endroits. C'est comme s'il y avait du vent, comme si un vent énergétique, une tempête énergétique presque. C'est très fort, c'est à observer. Quelque chose qui bouge énormément. Ok. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu voudrais partager? Et avec ces mots, pour le moment, je ne ressens pas autre chose. Ok. Donc la deuxième question, existe-t-il des relations ou des connexions, des liens entre les positions et les mouvements des corps célestes par rapport à la Terre et à ses habitants? Oui, non, ou seulement en partie? Oui, Oui. oui. Il y a une sorte de connexion et là je revois la boucle, le mouvement que j'observais qui, qui est lié à chaque habitant de la Terre, vivant ou incarné ou non incarné. Et, et c'est comme des chiffres. Quand j'observe les liens, c'est comme un code chiffré qui est lié à la personne. Et c'est comme un réseau, une toile, quelque chose de très épais même, une toile très épaisse, quelque chose. Mais tout en relation avec tout, même l'énergie de ce qui peut être un végétal, un animal, pas que les êtres humains. Et tous ces liens, je les observe, pour observer, je peux passer au milieu. Comme quand je me rapproche, je vois comme, tu sais, les rideaux qu'ils ont des fils, et juste des fils, du fil. Ouais, je C'est vois. tout ça, c'est rempli de tout ça. Et ça, c'est les liens en relation au mouvement des astres, aux astres et les personnes. Comme quelque chose qui ne peut pas aller
séparément, qui ne peut pas être séparé de ça. C'est ensemble. Donc tu sens que tout est lié à travers cette toile Oui, énergétique? Ok. oui. Si les étoiles et leurs mouvements influencent, alors observe maintenant comment la partie subliminale interagit avec les configurations astronomiques possibles. Oui. C'est que la première chose que j'observe, c'est ce qui se produit les moments où une partie subliminale s'apprête à rentrer dans l'incarnation, qui est là où il y a le choix, c'est qu'il y a pas comme, ouais, c'est pas le bon mot que je voudrais dire, mais c'est comme une programmation qui est en relation aux astres, comme dans les caractéristiques qu'elle choisit pour elle-même. Par conséquent, les liens qui va se créer avec les astres, ça aura sera fait d'une certaine façon. Selon son choix d'incarnation. Oui. C'est ça? Oui. Donc quelque part, elle choisit les liens? Oui, pas directement les liens avec les astres. Il y a certains qui parviennent à faire ça, mais c'est comme une conséquence. En fonction du choix, et il y a un lien avec les astres qui s'est créé. Et ça va ensemble, en fait, c'est en parallèle. Ok. Ensuite, la position et les mouvements des étoiles peuvent-ils influencer la conscience collective et conditionner les événements? Oui, non, ou seulement en partie? En partie, je dirais en partie. Alors, qu'est-ce que tu vois en partie? Quand on parle de conscience collective, je vois le même système des réseaux que je voyais tout à l'heure, mais comme à un étage au-dessus, et avec un peu moins d'intensité, des densités par rapport au lien. Et que en tout cas, c'est une conséquence de tout ce qui se passe à l'étage plus inférieur. Et donc, ce que je vois, c'est que l'un influence l'autre. Donc, en partie, la position peut influencer, mais aussi les caractéristiques de ce qui compose et ce qui prévalent au niveau de la conscience collective vont faire en sorte qu'à ces moments-là, je ne sais pas si ça a du sens. Ça a l'air. Il y a une certaine configuration de planète. Et donc, oui, c'est pas. Les astres influencent aussi la conscience collective, mais aussi l'inverse. La conscience collective influence les astres? Oui, quelque part, oui. Je vois ces retours dans l'influence. Ok. On peut dire que c'est une co-création ou pas? Oui, c'est la boucle dans ce cas-là, je la vois aller tourner dans la sens inverse de la boucle que je voyais tout à l'heure. Et c'est ensemble, c'est toujours ensemble aussi. Ok. Ok. Comment perçois-tu la relation entre l'astronomie et l'astrologie? C'est je les vois ensemble d'un point de vue physique de ce qu'on peut avoir en tant qu'humain. Je les vois comme ensemble pour ce qui concerne la position. Mais en même temps, c'est très éloigné.
comme si l'astrologie, je la vois très éloignée, très distante par rapport à ce qui est l'astronomie. Dans quelle Et mesure? c'est énergétique, là, tout ce qui est comment dire, ce qui est l'étude de l'influence des astres et plutôt la position. Je vois une bifurcation qui s'est créée, comme quelque chose qui naît ensemble, mais qui devient complètement séparé. Et avec Donc on peut souvent dire une qu'il y a la séparation. même racine et qu'ensuite ça se sépare, c'est ça? Oui, oui, tu vois, c'est comme ouais, quand tu m'as dit les mots, j'ai vu d'abord à côté et puis ils sont tellement séparés. Et ce que je vois qui se sépare le plus, c'est l'astrologie. C'est comme si ça Est-ce que va tu dans vois l'espace. pourquoi? Est-ce que tu vois pourquoi ça s'éloigne comme ça? Est-ce qu'il y a une raison? Oui, ce qui est les perceptions, le ressenti par rapport aux deux disciplines, le ressenti des êtres humains par rapport à ces deux disciplines. Donc c'est comment l'être humain perçoit ces deux disciplines? Oui, oui. Ok. Ok. Observe maintenant l'importance de l'astrologie pour les civilisations anciennes, donc d'abord sur le plan physique. 1, 2, 3, le plan physique. L'importance de l'astrologie pour les civilisations anciennes. Oui, là je vois particulièrement, je me suis retrouvée aux Amériques du Sud observer et ils ont c'est plus qu'important même, c'est quelque chose de fondamental pour le quotidien, pour l'analyse intime de l'étude de la personne, donc une analyse ésotérique et aussi une analyse de ce qui est le collectif, que ce soit un village ou une région. Et c'est indispensable même, je dirais, pour ce que je suis en train d'observer. Là, tu vois essentiellement le plan physique. Oui? Oui, oui. Ok. Maintenant, tu vas faire apparaître le plan métaphysique, le plan ésotérique, et tu vas comparer les deux. Dis-moi ce que tu perçois. Oui, je vois que les rapports, donc l'importance et les liens que j'ai pu observer énergétiquement et les réseaux que j'ai vus, c'est le même de ce que j'ai vu en général de tout à l'heure, mais que les parties subliminales des personnes et tous et des êtres vivants, des êtres qui habitent la Terre, ont gardé et avaient à ce moment-là un rapport encore plus proche et plus conscient vis-à-vis de ces liens, de ce qui est surtout avec l'astrologie et l'astronomie. Et ça va, et il n'y a pas de division non plus énergétique par rapport à astronomie et astrologie. C'est fusionnel, presque fusionnel. D'accord, donc pas du tout positionné de la même façon que dans notre présent à nous. Oui, exactement, c'est complètement différent. Ok. Observe. Oui, tu as autre chose à rajouter? Non. Non? Ok. Comment tu te sens? Très bien. Ok. Observe maintenant la relation entre l'astronomie et l'astrologie, justement, au fil du temps, et décris ce que tu perçois. Tu peux superposer les deux plans, le plan physique et le plan énergétique. J'observe de nouveau un parcours différent, c'est même pas une division, un parcours différent, une façon différente de co-créer. Et dans le passé, je vois de nouveau beaucoup de boucles. C'est des boucles qui se font, c'est comme une jungle remplie de toutes ces boucles. Mais dans le passé, tout est plus unifié et homogène. Je dirais même harmonieux. Et
il y a des phases dans lesquelles il y a une division, une désharmonie. Donc, même si les liens entre la création de la réalité et l'astrologie restent, et il y a plus comme de mouvements, ce n'est pas des mouvements interférents, mais comme des mouvements, c'est comme des tempêtes qui ont une désharmonie qui se crée. Mhm. Et puis ça passe. Il y a des moments où il y a de nouveau une harmonie. Et donc là, le mouvement est ondulatoire. Mhm. Ondulatoire. Et ça rappelle, je ne sais pas pourquoi, ça rappelle aussi l'ADN. Tu sais comment on dessine l'ADN, Ouais. les brins d'ADN. La spirale Oui, ADN, là. Ouais. oui, c'est ça, ce que je vois. Et à certaines périodes, il y a une harmonie et puis il y a une désharmonie, harmonie et désharmonie, mais tout un lien. Même là où il y a la désharmonie, je ne trouve plus. euh, c'est normal en fait. C'est comme quelque chose qui est là, qui est ainsi. C'est, comment dire? C'est une désharmonie, mais qui est comme calculée, choisie, Ok. Et pas justement, imposée. calculer, choisi, pas imposé, c'est le dernier mot que tu dis? Pas imposé? Oui, par rapport Calculer, choisi, pas imposé. Alors, qui choisit, qui calcule? Ou quoi? par rapport à ce qui est la collectivité. Voilà. Donc, on peut parler de conscience collective à ce moment-là? Oui, Est-ce que la conscience collective influence cette harmonie ou cette disharmonie entre l'astronomie et l'astrologie? oui, Ouais. oui, complètement. Ok, bien. Déconnecte-toi de cette observation. Oui, Comment est-ce que tu te sens? très bien. Ok. J'aimerais qu'on revienne sur la tempête énergétique du départ. Tu te rappelles? Oui, oui. Mhm. Je Quelle est suis. l'origine de cette tempête? C'est la réaction, la conséquence énergétique de chaque individu, chaque être qui, qui fait partie de toute cette création vis-à-vis de ce qui est le collectif. Mhm. Et oui, parce qu'il y en a, et parmi tous, parmi les milliards et les milliards d'êtres qui font part de tout ça, qui Mhm. font partie de tout ça, Mhm. il y a comme un 60% qui suit le flux, le courant et qui Mhm. sont en harmonie avec ces mouvements, Mhm. et d'autres qui ne le sont pas parce qu'ils ont un autre, ils essaient de se mouvoir différemment. Et Ah, ça crée comme des vides ou des mouvements, des tempêtes? des tempêtes qui ont en tout cas influence sur tout le monde. Ah. Je ne sais pas si je me suis expliquée. Si, c'est très clair. Quel impact ces tempêtes sur l'humanité? S'il y en a un. C'est la dualité, ça alimente la dualité. Donc la dualité prend forme aussi au niveau de l'astrologie, des astres, des mouvements. Est-ce que je peux le dire comme ça ou pas? Oui, Mhm. oui, et en même temps, quand j'observe, ça ne pourrait pas être comme différemment, parce que la première chose que j'ai vue quand tu m'as reposé cette dernière question, Mhm. c'est aussi le mouvement de chaque planète. Qui influence aussi, qui crée cette dualité? Oui, et chaque planète ou chaque astre, même ceux qui ne sont pas connus, Mhm. rien qu'avec ces mouvements, le fait de tourner, et ça crée, ça le fait exister dans une dualité qui leur est propre à eux parfois. Mhm. Mais en étant donné qu'ils font partie d'une grande création, Mhm. et s'amplifie et s'alimente la dualité dans laquelle nous sommes. Mhm.
Bien. Est-ce que ce système astrologique, ou astronomique, et ou astronomique, est-ce que c'est la création de quelqu'un, de quelque chose, ou c'est une création totalement autonome? C'est une création qui est devenue autonome, du moment qu'il naît est autonome, mais qui est produite par un autre système qui est exactement le même, mais avec une taille différente, comme un microcosme et macrocosme. Là, quand tu me poses la question, j'observe, nous sommes dans le microcosme, même si c'est énorme vis-à-vis de notre point de vue. Et il y a quelque chose de similaire qui a créé ça. Et c'est comme une conséquence de soi-même en même temps. Ça fait une autre boucle, ça revient là. C'est une boucle. Mais c'est quelque part une création, mais je ne trouve pas une conscience. Parce que c'est une co-création de tout ce qui existe, c'est-à-dire l'humain, les astres, l'univers autour de cette Terre, la Terre elle-même, les êtres vivants. Est-ce que ça peut être aussi le résultat de cette co-création? C'est-à-dire que est-ce que l'astronomie ou l'astrologie est nourrie par la Terre, l'énergie humaine, l'univers peut-être même? Oui, complètement. Ouais. Par tout ce qui est physique, qui a une qualité, une tangibilité, et influence tout ça. Et là, je vois que même si dans certaines études, on peut savoir à quel endroit ça sera un certain astre dans un certain nombre d'années, c'est la conséquence de quelque chose qui se passe sur Terre dans la physicalité. Et oui, c'est ensemble. Et seulement que le point de vue temporel, c'est tellement différent que c'est comme quelque chose d'évident. Et il s'est créé ces formes. Et là, je ne trouve plus, quand j'observe j'observe tout ça, je ne trouve plus la notion de temps passé, présent, futur. Je sais pas. Ouais, j'ai perdu à force de regarder. Mais c'est une conséquence, oui. Ok, bien. J'aimerais maintenant qu'on focalise, donc on resserre notre focus sur l'incarnation et le thème astral finalement d'une entité humaine. Et donc comment est-ce que l'astrologie va influencer, ou pas d'ailleurs, une entité humaine, une conscience humaine, pour être plus romantique. Oui, c'est que les moments où quand je vois la conscience humaine qui s'approche, qui s'apprête à s'incarner, que ce soit son choix ou pas, et il y a certaines caractéristiques et qui sont traduites qui peuvent être traduites par une certaine position des astres. Et donc que la personne va être conçue, elle va arriver selon une certaine position des astres, des étoiles, des planètes. Et en fait, ça ne peut pas être différemment parce que les liens est tellement fort. Oui, mettons que le thème natal, le thème astral de la personne ne peut pas être différent de ce qu'elle aura. Donc il y a une forme de détermination, de Oui. programmation. C'est comme, oui, c'est Et à quoi est liée cette programmation? Est-ce qu'elle est liée au corps physique ou est-ce elle est liée aussi à la partie subliminale? particulièrement au corps physique. La partie subliminale, je la vois plutôt en observation, comme prête à toucher une corde et dire on enlève. Mais il y a une acceptation de la part de la partie subliminale pour cette, ouais, c'est comme la programmation, la possibilité de la programmation. Et l'influence peut être plus ou moins ressentie par la partie physique et ensuite par conséquence aussi la partie subliminale en fonction du niveau de conscience. Et donc, oui, il y a une programmation,
Mais ce n'est pas ce n'est pas quelque chose qui doit être forcément subi ou vécu comme quelque chose de Déterminé, déterminant. ouais, quelque chose Mhm. qui De ne peut pas limitant. être changé, délimité. Oui, merci. Mhm. Ça peut être perçu et ressenti certaines choses même comme une force ou comme juste quelque chose à regarder, comme un nuage qui passe. Mhm. Et je vois l'attitude de certaines parties subliminales qui sont complètement différentes par rapport même à un thème qui peut être similaire. Mhm. Et le corps physique, certains le subissent tout ça, comme si c'était un destin auquel ils ne peuvent pas échapper, et d'autres qui continuent leur chemin sans s'en inquiéter. Et, et ça, indépendamment de la connaissance de l'astrologie ou Mhm. de l'astronomie. Et justement, alors, comme tout le monde finalement accepte quelque part cette programmation, voilà, c'est comme une programmation. Comme tout le monde l'accepte, mais selon différents degrés. C'est-à-dire que certains s'y soumettent totalement et puis d'autres voient ça comme une espèce d'accessoire. Pour autant, est-ce que l'influence de cette programmation, de ces liens astrologiques, s'exerce dans tous les cas? Oui, avec même un minimum de pourcentage, il y a une petite influence. Ce n'est que dans certains traits du caractère de la personne. Mhm. Ça Celui peut... qui naît Lion, par exemple, ou Cancer, va avoir des traits de caractère forcément décrits par ce tel ou tel signe. Oui, même si je ne vois pas que le signe, mais je vois aussi la position d'autres astres. Mhm. Et je continue de voir des astres qui ne sont pas connus par nous, en fait, par Ouais. ce qu'on connaît et aussi les signes du zodiaque qu'on connaît. Je ne vois au moins 7 ou 8 qui sont un peu plus au- marginaux, hein, je dirais même, Mhm. de ce qu'on connaît et qui ont une influence. Donc ça aussi, ça a une influence et qui caractérise certains points de caractère ou d'attitude, de façon de réagir. Et oui, mais chacun, selon la position de ces astres, aura certains traits de caractère. Mhm. Donc tu dis qu'il y a des signes astrologiques que tu perçois qui ne sont pas connus de l'humanité. C'est Oui, bien ça? Mhm. Combien? 8. 8. Est-ce qu'ils ont été connus à un moment donné de l'histoire de l'humanité? Oui ou non? Regarde. Oui, mais pas dans toute la planète. Mhm. Uniquement dans ce que j'observe, c'est 8, c'est Mhm. l'hémisphère sud, Donc, comme s'ils avaient plus de visibilité à l'hémisphère sud. ah, Et pour l'hémisphère nord, je vois encore d'autres signes, mhm. mais qui sont différents. À une époque assez lointaine que la nôtre, 50 000 ans. À quel point ces signes invisibles, non, est-ce que ces signes invisibles influencent plus que ces signes visibles, oui ou non? Et certains parmi eux, oui, il y en Mhm. a 3 dans l'hémisphère sud et 4 dans l'hémisphère nord qui ont encore plus d'influence pour ce que je vois Mhm. du signe solaire, Mhm. ouais, qui ont un impact bien plus marquant que le reste du signe. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique au fait qu'ils soient cachés? Regarde. Je vois des étages comme des étages de savoir, c'est ça le mot qui me vient. Mhm. Et comme si on était dans pas une bibliothèque, mais mm, dans un art, comment dire, un hard disk, un database Mhm. d'informations.
Et oui, il y a un lien plutôt fort avec celui de la conscience collective euh, actuelle, donc de cette ligne temporelle dans laquelle nous sommes. Et ça influence aussi, ces signes-là vont influencer les temporalités parallèles, en dehors de notre espace-temps et de notre ligne temporelle. Je sais même plus, j'ai oublié la question. S'il y avait une cause ésotérique au fait que ces signes, ces 8 signes que tu vois soient invisibles. Oui. C'est que le fait qu'ils sont comme inconnus à ce qu'est l'humanité d'aujourd'hui. Et puis, la vraie raison que je vois, c'est ils passent dans des portails temporels qui leur permettent de se mouvoir sur plusieurs plans dimensionnels et temporels. C'est ça, c'est ce mouvement-là. Il y a toujours l'influence, mais pas toujours la visibilité parce qu'ils ils peuvent bouger plus que les autres dans des autres lignes temporelles. Donc, ils sont comme en dormance, périodiquement, cycliquement, c'est ça? On peut le dire comme ça ou pas? Non. Dans leur visibilité, oui, mais pas dans leur influence. Donc, même l'influence est permanente. Oui, même le moment là, je vois un sorte de symbole qui est par rapport, qui est en lien avec un signe, que même quand il est dans une ligne temporelle qui est loin de nous, donc invisible pour nous, son impact sera toujours présent. C'est comme un pont. Ils font comme les ponts, sont comme des pantans entre une ligne parallèle et l'autre. Ce sont les seuls qui passent ces ponts ou pas? Enfin, qui passent ces portails, ces dimensions spatio-temporelles ou pas? Oui. Et il y en a un en particulier maintenant que j'observe, qui peut être observé dans les deux hémisphères. Donc lui, il a comme une capacité supérieure par rapport aux autres. Mais oui, parce que les autres signes, les autres choses qui sont liées aux signes connus sont réelles dans notre temporalité et aussi dans les autres, mais ne peuvent pas faire ce mouvement. Ils existent dans les deux plans ou dans les plusieurs plans. Comment dire, ils sont comme doublés, tout comme. Mais si ces signes font ces passages spatio-temporels et que tu dis qu'ils gardent leur influence aussi forte, il n'y a pas de variation d'influence, on est d'accord là-dessus? Quel est l'intérêt de passer d'un espace à un autre alors? C'est les mouvements ondulatoires qui est permanent, comme quelque chose de. Ces mouvements, sans ces mouvements, il y aurait une désharmonie générale. Et donc, si eux, ils arrêtent de faire ces mouvements, il y a par conséquent aussi une désharmonie généralisée, surtout pour nous. J'observe surtout ce que je vois, c'est du point de vue de la Terre, de l'humanité. Et quand j'essaie d'observer encore plus loin, c'est qu'il y a comme un noyau, c'est qu'il y a un reste de la boucle qui a créé cette situation. C'est comme une autre fois une conséquence de l'évolution dans cette grande. C'est une progression énorme qu'on observe. C'est comme une conséquence. C'est ainsi. C'est ainsi. Ok. Moi, je ne trouve pas une origine spécifique ou une cause spécifique. C'est ça. Ça continue, ça tourne. Ok. Bien. Ce signe le plus puissant là que tu as observé, est-ce qu'il y a un symbole que tu perçois rattaché à ce signe? Est-ce que tu le vois ou pas? Oui, je vois les symboles qui est utilisé comme pour le signe de bélier, mais je le vois aussi inversé et relié par la pointe, par les deux pointes. Et puis, ça devient très dimensionnel quand je l'observe. Ouais. Ce n'est pas qu'un petit dessin, c'est très dimensionnel et ça tourne, ça tourne.
Contrairement aux autres classiques que l'on connaît? Ils ne sont pas tridimensionnels quand tu les observes? Ils le sont, mais c'est pas autant que ça en fait. Ouais. C'est comme plus que tridimensionnel. C'est que je vois, par exemple, si j'observe, là j'ai vu le symbole du bélier, quand j'observe Mhm, le bélier tel qu'on le connaît, et je vois cette forme, ce symbole, il est mhm, tridimensionnel, mhm, mais cette image n'est pas doublée autant de fois. mhm. Et c'est ouais, Ok. c'est presque kaléidoscopique quand on Ah, observe ah. une Ok, je image. vois. Ouais. Ok. Ok, j'ai compris. D'accord. Pour toi particulièrement, quel signe, enfin, quelle influence ce signe a sur toi? Puisqu'il n'apparaît pas, il n'est pas connu de ton thème astral et pour autant, tu dis qu'il a une influence. Qu'est-ce qu'il influence sur ta vie, par exemple? Je le vois influencer plus particulièrement ce qui concerne mon corps mental, un impact plutôt dans le Mhm, corps mental et les pensées. mhm. Ouais, oui, c'est là que je vois l'impact. Mhm. Comment il influence tes pensées? Est-ce que c'est plutôt positif? Est-ce que c'est plutôt négatif? Ou est-ce que c'est selon ce que tu es à ce moment-là? Oui, je vois, c'est plutôt vers l'hémisphère gauche, Mhm, l'impact, et beaucoup, il donne comme des pulsions pour des réactions. Et ça peut être une influence négative, soit par rapport à comment je suis les moments où je reçois cette pulsion, mhm, et aussi soit par rapport à sa position en rapport à mon thème natal. mhm. C'est- Donc il réagit et il agit comme n'importe quel. Son mécanisme, c'est comme n'importe quel autre signe en réalité, ou comme n'importe quel autre astre, il va influencer selon sa position, oui, selon sa position, selon ce qu'il est, son énergie, sur ton thème. Oui, Mhm, et quand j'observe, c'est plutôt, moi là j'observe une situation, un moment en particulier, c'est celui qui me s'est présenté, et c'est comme quelque chose d'obscur, donc c'est comme une, une pensée plus critique, quelque chose qui, si, si me trouve dans une situation de fatigue ou avec une fréquence plus basse, peut avoir peut être plutôt lourd à supporter. mhm. Ok. Si tu prends de la perspective sur les choix d'incarnation de la plupart des âmes, enfin, quand elles choisissent, ou même d'ailleurs, tiens, une interférence, est-ce qu'elle va prendre en compte ça ou pas? Les caractéristiques astrologiques ou pas? Les influences de tous ces liens? Oui, Ouais. mais en fait, c'est pas l'interférent en soi-même qui va faire ses calculs pour Mhm, imposer, mais ça va se faire automatiquement en fonction de l'interférence. mhm. C'est un sous-programme en fait, quelque part, Oui, de tout ce qui est déjà calculé. et C'est ça? même, oui, et je vois même que l'interférent, pour ce qui est son existence, il est lié à quelque chose de similaire à ce qu'est notre astrologie Mhm, par rapport à son lieu d'origine, à son lieu mm, dimensionnel qui a plus d'impact sur lui dans la mhm. physicalité. Ok. Est-ce que ces liens astrologiques que tu perçois sont reliés à la matrice que l'on a souvent perçue autour de la Terre, c'est ce filet matriciel? Oui ou non? Oui, complètement. Mhm. Est-ce que c'est une création de la matrice? Oui, oui. Et je vois même plusieurs filets, et pas que une, toujours une matrice qui sont, tout est lié avec une matrice et Mhm, des sous-matrices. mhm. Je ne sais pas si on peut dire ça. Ouais. Et oui, c'est ensemble en fait. Tout est Mhm.
quand on observe ça, même les astres, ça fait partie de la matrice. Quand j'observe, tout en fait partie. Ça peut être en dehors, parce que ça collabore à la création d'autres matrices, d'autres créations, mais en même temps, c'est une création de la matrice. Ces interférents, ces entités interférentes, qui en apparence profitent de la matrice, est-ce qu'elles subissent la matrice, elles aussi? Certains, uniquement certains, et ceux qui ont un bas niveau, au niveau du pouvoir hiérarchique. Les autres sont à mesure de l'influencer, largement même, sans en être forcément impactés. Donc ils ne subissent pas non plus l'énergie astrologique? Pas la nôtre. La leur, celle à laquelle... Oui, ils peuvent la subir, mais pas ce qu'on peut subir, ressentir ici. Ok. Tu es de quel signe, toi, Elétra? Cancer. Cancer. Qu'est-ce que tu observes dans l'éther de ton énergie, de ton thème astral, en lien avec ton thème astral? J'observe, c'est comme des positions. J'ignore si c'est les bonnes à niveau scientifique, mais je vois, ça fait un sorte de dessin géométrique, tout mon thème, à travers la position de ce qui est mon énergie à moi, ce qui est la plus proche de la Terre. L'énergie, ce qui est de la partie subliminale, même si c'est ensemble dans ce dessin, je la vois comme séparée, comme créer un dessin qui se ferme, donc qui crée quelque chose pour une création au centre. Donc, toute la position de tout ce qui est moi, par subliminal, physique et les astres, et tout autour, et à l'intérieur, il y a la création de ce qui est mon existence, mon ressenti, et ce qui me permet de percevoir. C'est particulier, c'est très particulier à décrire, mais c'est des dessins géométriques. Qui est le plus influencé, ton corps ou ta partie subliminale? Le corps. D'accord. Je vois la partie subliminale qui observe. Intrigué, intéressé, mais c'est le corps qui subit. Maintenant, si tu veux bien, observe l'influence de mon signe astrologique sur moi, sur mon existence, ma création, enfin, de la même façon que tu as observé la tienne. Moi, je suis Lion. Je ne sais pas si ça a une importance que tu connaisses ce signe. Je vois aussi pour toi une sacrée. Et moi, ce que je vois, c'est de nouveau des dessins géométriques, mais en fait, c'est la position des liens, c'est les petits bouts de rideau que je voyais tout à l'heure qui changent et qui créent ce dessin. Et oui, je vois une influence de la part du lion, mais je vois, mais par rapport à tout ce tout le reste qui peut t'influencer, et il t'influence jusqu'à 30%. Après, il y a tous les autres. Tous les autres signes ou astres aussi? Tous les autres astres. Ouais, j'imagine ça entre en ligne de compte. Et je te vois aussi influencé en partie par tout ça. Ta partie subliminale est là aussi qui observe et dit alors ça, non. et à certains moments, elle fait vraiment ça. Et puis, ok, ça me convient plus. Tu vois, c'est en fonction que je la vois vraiment avec une grande liberté des choix et aussi en fonction de. Donc c'est toujours pareil, c'est le corps physique qui est le plus influencé? Oui. Comment il est influencé alors, finalement? Il y a des ressentis. Et c'est plutôt les caractéristiques et aussi, comment dire, les schémas qui sont pris sont si le même que de ce qui était, que tu
voulais choisir, mais parfois en mettant, c'est plus, ça peut être plus ou moins fluide par rapport à certaines positions des astres. Donc, il n'y a pas vraiment un changement de ce qui est ta volonté plus profonde, mais ça peut influencer la façon avec laquelle tu traverses certaines situations ou tu crées certaines situations. Ok. Bien. Tu peux garder comme cas concret, tu peux regarder mon propre cas si tu veux. Tu sais, tout à l'heure, tu as fait allusion à l'ADN, au brin d'ADN, et tu voyais tu faisais une comparaison. Oui. Comme on sait, apparemment, l'astronomie ou l'astrologie, en tout cas les astres, influencent plus le corps physique. Pour autant, on sait aussi que l'ADN a une grande influence. C'est une programmation du corps physique. Et il y a même des parties qui sont dormantes et d'autres qui ne le sont pas. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il y a comme une façon, un miroir finalement de dire voilà les programmations, tous les liens que l'on voit à l'extérieur, comme ça, comme tu parles de rideaux, est-ce qu'il y a une résonance, une lecture aussi à faire au niveau de l'ADN? Si tu veux, Oui. tu regardes pour moi. Oui, je vois qu'il y a un lien et je vois que dans l'ADN physique, on peut observer le même rapport qu'on a avec les astres, avec toute cette position et programmation. Et aussi dans l'ADN physique. Il y a un lien très fort et je le vois comme un 22. Répète. 22, c'est le 22%. chiffre 22 au 0,22. En tout cas, il y a ces 22% qui influencent l'ADN, que ce soit les tiennes, les tiens, même généralisés. C'est, oui, c'est Est-ce que pour toi, c'est le même taux? Regarde. J'ai 23. Ah. Et c'est au même endroit. Quand j'observe l'ADN et tous les brines, c'est au même endroit. En fait, c'est comme quelque chose qui est là, qui est catalogué. Bien. Est-ce que tu veux regarder si c'est le même taux pour les autres? Enfin, la majorité de l'humanité? Oui, ça peut aller entre le 19 et les 26. Ok. Si on change l'ADN, tu sais qu'en ce moment, on est en plein dans ces interrogations sur les modifications ADN. Est-ce que ça change l'influence des astres? Ou est-ce que l'influence des astres est moins forte sur l'humanité, en tout cas sur le corps? L'influence des astres sera la même, mais la dissonance qui s'est créée par rapport au lien de chacun est plus forte. Et la désharmonie et oui, c'est une désharmonie, comme un malaise. Chez certains, ça devient un vrai malaise. Parce que c'est comme, ce que je vois, c'est comme une dénaturation de ce qui avait été choisi pour ceux qui ont choisi. Ou même pour ceux qui n'ont pas choisi. En tout cas, ça change aussi ce qui était programmé. C'est comme un tremblement de terre dans oui, ça secoue énormément pour chacun. C'est une déstabilisation. Et pour ce qui est, je vois aussi le collectif, le moment où il y a plusieurs personnes qui ont ça, c'est créer une fissure concernant ce rapport. Et c'est la boucle qu'on observait. Il y a un problème à niveau de Une dissonance aussi. Une dissonance, oui. Quel est le taux de l'humanité, s'il existe,
qui ont un ADN qui n'est plus en accord finalement, en harmonie avec l'influence des astres. J'ai 82. 82% de la Oui. population n'est plus en harmonie avec ces astres. Certains avec plus d'impact, avec comme un désaccord majeur. Mhm. 82, c'est la totalité. Certains, c'est minimum et certains, c'est d'une façon plus importante. Et donc, ils ont tous un ADN modifié? Non, il y en a parmi eux, parmi ces 82, 70 ils ont un ADN modifié. Mhm. Les autres sont en désharmonie à cause de cette vague par résonance avec les autres. Ah, ok, ceux qu'on voyait qui créaient cette vague. Oui. Pourquoi justement ces dissidents, hein, on va les appeler comme ça, qu'est-ce qui les unit? Qu'est-ce qui fait qu'ils se détachent et qu'ils créent cette dualité? Parce que c'est comme une conséquence fréquentielle Mhm. et par rapport à ce qui sont les astres. Mhm. C'est une conséquence fréquentielle du fait d'être proche de tout le reste. Mhm. Et aussi parce que comment dire, la modification de l'ADN ne s'est pas encore faite, mais est en phase de préparation. C'est, elle est là, comme en phase embryonale. Est-ce que c'est une modification génétique naturelle ou est-ce que c'est fabriqué, provoqué? Je sais que cette petite partie que je suis en train d'observer, Mhm. c'est quelque part naturel parce que ce n'est pas voulu par les personnes, mais c'est provoqué par l'environnement. Mhm. C'est la conséquence d'un environnement physiquement parlant. Mhm. Tu dis 80%, sinon... Enfin, non, tu disais 70%, c'est ça, ont déjà un ADN modifié? Oui, et les 70%, c'est volontaire. Donc c'est eux qui provoquent ce changement? Oui. En fonction de quoi ils provoquent ce changement? En fonction de tout ce qui est comme une peur pour ce qui est la survie sur la planète. Donc ça peut être la peur de la maladie, la peur de beaucoup de choses. Mhm. Et donc il y a une acceptation du changement. Mhm. Peur, manque de confiance, oubli, du fait qu'ils ont déjà tout. À travers de la nourriture, de substances. Tout ça influence notre ADN. Oui. Mhm. Mais chez ces 70%, il y a comme une volonté, une acceptation. Parce que quand j'observe les autres, il y a même si la nourriture est la même, s'il n'y a pas l'acceptation à ce changement, ça va être plus difficile. Ça va être, ça ne va pas être possible. Au moins, pour le moment. Si tu te projettes dans une configuration où 100% de l'humanité a muté, oui. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui se manifeste énergétiquement autour de justement cette disharmonie entre les astres, l'influence des astres et les corps? Après une période de complète dissonance, donc de déstabilisation dans laquelle il faudra se trouver stabilité et stabilisation. Et de nouveau, les astres, la position des astres, les liens avec les astres de ce qu'est l'humanité ou les êtres vivants va complètement changer pour trouver un équilibre différent. Un changement complet, total. Mais avec une phase pour trouver un équilibre qui est plutôt mouvementé.
Donc c'est l'humanité qui va se réadapter ou Oui, c'est les astres qui s'adaptent? les deux. Les deux. Les deux. Et le mouvement est mutuel. Mhm. On est codépendante de toute façon. Oui. Mhm. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as observé, Letra, que l'on n'a pas abordé? Dis. Que, en fait, je continue d'observer tout ce qu'on vient Mhm. de voir Mhm. et en même temps, je vois que c'est réel encore, comme je disais plus tôt, mais c'est encore plus net quand j'observe à des niveaux, des autres niveaux. Mhm. Donc, tout ce qu'on vit, cette boucle, cette situation qu'on vit, nous, existe à un niveau, à une multidimensionnalité. Et c'est comme quelque chose à l'infini. Encore une fois, c'est une image kaléidoscopique Mhm. que je vois de toute cette création. C'est c'est difficile à expliquer et Quand même tu à regardes observer. justement, ouais, je Oui. comprends. Justement, quand tu observes ça, est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre qui est synthétique ou c'est vraiment de la pure énergie? Ou est-ce que tu vois comme une forme d'intelligence artificielle, justement? Oui ou non? Sans... J'ai une autre de suite qui me vient Ouais. et parce que c'est en observant tout ça, oui, il y a un nombre infini de conscience qui est présent dans tout ce que Mhm. j'observe, Mhm. mais je n'observe pas quelque chose qui pourrait être à mesure de créer ça. C'est comme une conséquence de soi-même, de cette création Mhm. même. Ok. C'est comme un écho infini de ce que l'on est du plus petit au plus grand, finalement. Oui, et puis à l'intérieur de ça, il y a beaucoup Mhm. des êtres qui peuvent être interférents, Mhm. il y a de tout. Qui font partie de notre monde, de toute Oui, façon, et de oui, notre création. mais je ne trouve pas quelque chose qui soit en mesure de créer tout ça au moins pas à cette échelle, pas à cette échelle-là. D'accord. Pour autant, on sait qu'il y a des interférences de ce type, IA. Oui, Mhm. Quelle place elle prend alors dans toute cette création? à un certain niveau, elles sont en mesure de créer eux-mêmes Mhm. une autre matrice telle que la nôtre pour Mhm. la faire que puisse. Ouais, quand on l'observe, c'est pas une matrice tangible, mais pour ceux qui y vivent et qui vivent leur expérience là, elle s'est vécue comme une Mhm. expérience tangible. Donc, ils sont en Mhm. mesure de créer, de simuler, de faire un double Mhm. de ce qu'on est, dans lequel on est, dans lequel on vit. Donc, avec un degré de puissance créatrice plutôt élevé par rapport à nous et à d'autres êtres différents. Mhm. Et Comment il puise cette énergie créatrice alors? ils prennent une petite partie, un, un- un film toute petite de plusieurs endroits, Mhm. comme des gouttes. Ils sont en mesure de prendre des petites, ouais, je vais dire comme des gouttes Mhm. pour créer tout ça. Donc, Ah. c'est une création dans la création. Mhm. C'est un mélange de Matrix et Inception, ou pas? Oui, oui, oui. Et là aussi, et c'est tellement bien créé, c'est identique à ce qu'on observait tout à l'heure, que ça se forme, ça se crée, se recrée, c'est et quelque chose que pourrait vraiment pas prendre la place parce que ce n'est pas possible, mais que pourrait vraiment créer comme encore un univers parallèle et que c'est, mais je ne le vois pas à l'instant Mhm. depuis qu'on l'observe. Qu'est-ce qui se dégage de différent quand tu regardes l'énergie d'une création IA et la création normale, enfin, qui te semble dépourvue d'influence ou très peu d'influence IA? Ce qui est créé directement par l'intelligence IA, c'est froide et c'est quelque chose que quand on l'observe en tant qu'être humain, on peut attendre le corps émotionnel Mhm. comme pour l'endormir. Mais ça crispe le corps émotionnel quand on l'observe. Ah.
Ok. Pour juste l'endormir, même pas pour l'exacerber ou l'utiliser, mais l'éteindre, c'est bien ça? C'est ce que tu dis? Oui, il y en a. Non, déjà, rien que l'observer. Mhm, Et parfois, ça peut être utilisé. Oui, ça leur intéresse pas énormément d'avoir. mhm, Mais quand on l'observe, ça crispe le corps émotionnel et vis-à-vis de ce qui vit l'expérience ici, mhm, et le corps émotionnel est brisé. mhm. Ok. Déconnecte, Elettra. Oui, Déconnecte. oui, Ok. Prête pour rentrer? oui. Ok, alors. Avec le 1, déconnecté de tout et de tous. Complètement déconnecté. Et avec le 2, déjà, tu sens ton corps se réanimer. Cette fréquence réanime ton corps physique. Tu es bien à l'intérieur, totalement investi dans ton corps. Et avec le 3, tu es là. Oui, Comment tu te sens? très bien. Bon. Bien. Alors, écoute, je te remercie, puis je te dis à la prochaine. Merci à toi. À la prochaine. Salut, Elettra. Ciao, ciao, Samir. Ciao. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no.
in alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No. Sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza
proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore
riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi. Come? Per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione
Per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.